Salut les topiens! Ces derniers jours, Disneyland Paris est généreux en petites informations en provenance de la future attraction Roi Lion, dont les travaux ont bien commencé et vous pouvez les apercevoir lorsque vous vous dirigez vers la nouvelle extension du parc, c'est-à-dire le World of Frozen. Et tout autour de Adventure Way, en ce moment il y a principalement des grues et on ne voit pas encore les murs s'élever au-dessus des palissades. Il y a également quelques rajouts thématiques dans les zones de transition, comme par exemple au niveau de la porte qu'on peut déjà apercevoir dans Adventure Way. Et donc il y a ici ou là quelques ajouts thématiques. Devant la future attraction, il y a aussi cette végétation qui évoque un univers un peu plus aride et qui répond là aussi à la thématique de la future zone Roi Lion. Ces derniers jours, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans le nouveau livre qui raconte la création de Disney Adventure World, on apprend à la fois des éléments techniques, on découvre de nouveaux visuels, on en sait plus sur les personnages qui seront mis en avant. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble, c'est parti. Pour rappel, cette zone Roi Lion, c'est ce qui vient couronner la plus grande extension de l'histoire de Disneyland Paris, une qui, contrairement aux précédentes nouveautés, sera plus sensationnelle. C'est également la toute première fois qu'un film arrive à Disneyland Paris. C'est aussi la première qui sera 100% consacrée au classique d'animation Le Roi Lion. C'est aussi une descendante d'une attraction emblématique des parcs Disney américains, Splash Mountain. Bref, c'est probablement l'une des attractions Disney les plus attendues de ces 6 dernières années. Et pour une fois, ça se passe à Disneyland Paris. Dans le livre qui raconte la création de Disney Adventure World et qui sera disponible en boutique dans les prochains jours, il y a des nouveaux visuels de cette attraction. Le premier, c'est celui-ci. À nouveau, une image d'une des maquettes de l'attraction. Généralement, les Imagineers utilisent 4 types de maquettes pour se projeter. Ça veut dire sur 4 échelles différentes. Il y en a une d'ailleurs de Disney Adventure World qui est exposée actuellement dans le parc. Cette attraction Roi Lion, elle est à la fois très fidèle à ce qui est montré dans le classique d'animation, autour de Pride Rock, ce rocher sur lequel Simba rugit, mais en même temps, le design de cette montagne rappelle Splash Mountain, qui est quasiment configurée de la même façon, avec la chute qui se situe au centre, juste en dessous du rocher de la Terre des Lions. Et on peut apercevoir sur cette maquette Simba, qui semble représenter. À ce stade, on ne sait pas encore si il sera vraiment là, si à cet endroit il y aura une statue ou un audio animatronics. Les audio animatronics en extérieur apparaissent de plus en plus dans les parcs Disney. Par exemple, Réponse à Tokyo Disney Sea. Il y en a un qu'on peut apercevoir aussi lorsqu'on est à bord du Mark Twain en Californie. La plupart de ces audio animatronics sont en réalité en partie couverts. Réponse par exemple lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a trop de vent. L'audio animatronics est reculé et il n'apparaît pas à la fenêtre. Le deuxième visuel semble être celui qui représente les personnages du classique qui vont apparaître sur le parcours. Mais en fait, ils y sont quasiment tous. Il y a Simba, il y a Nala, il y a les hyènes aussi, il y a Rafiki, on aperçoit également Zazu et Pumba bien sûr. Et à nouveau dans le livre apparaît une scène qui avait déjà été dévoilée en concept art et qui figure d'ailleurs juste à l'entrée du land. C'est la scène de Hakuna Matata, donc dans la savane avec le jeune Simba. L'histoire de l'attraction semble assez simple. Elle semble retracer ni plus ni moins que le classique d'animation dans sa version d'origine. Et enfin une toute dernière image, celle de l'embarcation. Alors c'est assez proche des embarcations des Splash Mountain d'origine. Il semblerait néanmoins qu'il y ait un peu plus d'espace à bord. D'autres images suggéraient qu'il pouvait y avoir jusqu'à 3 personnes par rangée, à voir si c'est confirmé. Et sur cet angle également, vous découvrez d'autres aspects de la maquette, comme par exemple au fond l'entrée et la sortie de l'attraction. C'est ici que probablement vous pourrez rencontrer aussi les personnages du classique d'animation en meet and greet. Ou comme ici, les sanitaires. L'été dernier, on avait observé ensemble le dépôt des permis de construire, il y avait déjà beaucoup d'éléments techniques, mais ces derniers jours, avec tout ce qui sort un peu partout, on a vraiment le détail de la fiche technique, disons, de l'attraction, qui a notamment été dévoilée par DLP Works. On apprend notamment que le rocher de la Terre des Lions sera un tout petit peu plus haut que celui de la Reine des Neiges, du palais de glace d'Elsa. Il va le dépasser de quelques centimètres et il va culminer à 37 mètres de haut. On a la confirmation que le show building, où la plupart du parcours en fait en réalité sera, puisqu'il y a une petite section en extérieur, mais la majorité du parcours sera en intérieur. C'est l'un des plus grands de l'histoire de Disneyland Paris. 14 000 mètres carrés. On l'avait déjà vu sur les permis de construire, la boutique se situe bien à la sortie de l'attraction, mais il est incorporé au show building de l'attraction. En intérieur, il y aura 19 scènes, dont celle dont on vient de parler. Il y aura 2 lifts et au total 3 chutes. La troisième est la plus spectaculaire, c'est une chute de 16 mètres de haut et c'est la chute finale. Sur les permis de construire, on l'avait déjà vu ensemble, il y a 2 quais, ce qui va considérablement améliorer le débit de l'attraction. Il faut savoir que ces aînés, notamment aux États-Unis, ont déjà un assez bon débit, mais n'ont pas 2 quais d'embarquement. Et puis comme sur le modèle de Splash Mountain, après cette fameuse chute de 16 mètres, on retourne une dernière fois en intérieur pour probablement l'une des scènes les plus spectaculaires. Preuve qu'encore une fois, cette attraction est calquée sur le modèle narratif en fait de Splash Mountain, mais avec une autre licence. Ce qui est vraiment différent par rapport aux autres attractions de ce type-là, notamment aux États-Unis, c'est que la file d'attente
et en intérieur, c'est qu'il y a beaucoup moins de sections en extérieur que dans ses aînés. Il y a aussi cette boutique qui est intégrée au show building de l'attraction. Il y a ces 2 quais d'embarquement, il y a ces embarcations légèrement plus larges. Il y a probablement aussi cette technologie qui existe à Tokyo Disneyland de régulation de l'intensité de l'eau qui éclabousse les visiteurs, notamment en période hivernale. Sur le papier, cette attraction a tout pour devenir probablement l'une des meilleures attractions de l'histoire de Disneyland Paris. En revanche, la zone thématique qui l'entoure est bien plus modeste que ce qui a été fait notamment dans le World of Frozen. On sait qu'il y aura des toilettes, de la restauration, mais ce ne sera pas un immense fast-food comme dans le World of Frozen, qui devra être d'ailleurs en capacité toujours d'absorber les visiteurs en provenance de la zone Roi Lion. Donc c'est simplement un kiosque. Il y aura également un espace de rencontre avec les personnages, de la végétation et des espèces de régions africaines qui vont être intégrées ici pour reproduire la savane africaine. Et puis il y a cet arbre dans lequel vit Rafiki, qui va être reproduit et qui sera l'élément architectural majeur en dehors de Pride Rock dans la zone. Et tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'architecture humaine dans cette zone, parce qu'on est bien obligé d'en avoir pour accueillir à la fois donc les toilettes, l'espace de restauration. Ces bâtiments seront inspirés de l'architecture de Tanzanie. Et puis vous étiez nombreux devant la télévision il y a quelques jours pour suivre la diffusion du Zone Interdite qui retraçait la création de Disney Adventure World. Et pour moi, la partie la plus intéressante de ce reportage, c'était les 4 dernières minutes dédiées justement à cette extension Roi Lion, où tout ce que je viens de vous dire, donc les chiffres, les éléments techniques ont été un peu redits, et où pour la première fois aussi, une équipe de journalistes est entrée sur la zone actuellement en travaux et ont pu filmer l'avancée des travaux. Donc à cet endroit-là, vous voyez, il y a 3 énormes grues et c'est entre ces 2 grues que sera dressé très bientôt le rocher de la Terre des Lions. Tout le monde s'interroge bien sûr sur la durée des travaux. Un Imagineer s'est peut-être un petit peu avancé en conférence de presse et a expliqué qu'il fallait compter les temps de durée de travaux de World of Frozen et qu'il fallait à peu près donc calquer cette durée-là de travaux pour imaginer à quelle période serait ouverte cette zone Roi Lion. Il faut savoir néanmoins, et je m'en rappelle très bien, que cette extension Roi Lion a débuté beaucoup plus rapidement que le World of Frozen. À l'époque où les travaux ont débuté dans le World of Frozen, le Avengers Campus était déjà ouvert. Or, à l'automne, on sait que cette extension Roi Lion avait déjà été lancée, et donc ça fait plusieurs mois déjà que les travaux ont débuté. Je vois que beaucoup de monde espérait une ouverture dès 2028, ça me semble un peu optimiste, mais je garde quand même encore espoir en espérant que ce sera ouvert un petit peu avant 2030. Et voilà pour ce qu'il y avait à savoir en ce moment sur la zone Roi Lion en plein travaux. Bien entendu, lors de la D23 prévue cet été en Californie, il y a fort à parier qu'il y aura de nouvelles scènes qui seront dévoilées pour cette attraction. Je pense notamment à la scène finale. Et puis d'ici quelques mois, le show building va devenir beaucoup plus concret et on va pouvoir l'observer s'élever depuis quasiment toutes les zones d'Adventure Way. Donc j'ai très hâte de voir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!